Muchas gracias. Passem ara a la primera taula rodona d'aquest matí, taula rodona sobre les prioritats compartides i l'oportunitat política que representa el Pacte per la Mediterrània i, per tant, passo la paraula perquè moderi aquesta taula el senyor Agustí Fernández de Losada, que és el secretari d'Afers Europeus, Multilaterals i de Cooperació al Desenvolupament del Departament d'Unió Europea i Acció Exterior del Govern de la Generalitat. Agustí. Muchas gracias, conseller. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación y por tu actualización, ¿no? Donde estamos ahora mismo en el proceso de definición, bueno, ya no del pacto, porque el pacto está definido, pero sobre todo implementación con los planes de acción y, bueno, cómo vamos abordando los diferentes desafíos, ¿no?, para la participación de los diferentes operadores que tienen interés en vincularse, cómo abordamos prioridades, etcétera. Bé, la taula que en tenim ara per davant és una taula que posa en comú els tres reporters, els tres ponents de tres informes que s'estan elaborant per part de l'ARLEM, el Comitè de les Regions a través de la seva comissió CIBEX i el Parlament Europeu per precisament abordar les prioritats polítiques del pacte, la seva operacionalitat, aquesta dimensió operacional de la que parlàvem, la governança, com els diferents stakeholders i sobretot pel que els interessa en aquesta taula, el món territorial, participen tant en el disseny com en la implementació, com un altre element que crec que és important, en el monitoreig del pacte i del seu pla d'acció, quins canals per la participació, quins instruments de finançament, com es vincula el pacte amb els recursos que impulsa la Unió Europea, des de la Digimena, des d'altres direccions generals, com es vincula a les grans estratègies d'inversió, com dialoga amb els bancs de desenvolupament, com incorpora el sector privat i amb tot allò que pot aportar el sector privat, des de finançament, recursos, capacitat d'innovar, com articula també amb la societat civil o les universitats que poden informar política pública. Per aprofundir una mica en tot plegat, insisteixo, tenim els tres reporters d'aquests tres informes i ara els donarem la paraula per després obrir un altre torn de debat amb la sala i poder seguir aprofundint. Començarem amb la Marie-Antoinette Maupertuis, que és la presidenta, com ens deien ara, de l'Assemblea de Còrsega i és la coponent relatora de l'informe que està fent l'ARLEM, l'Assemblea Regional i Local Euromediterrània. L'ARLEM està elaborant dos informes en paral·lel, un des de la Unió Europea, des dels països socis de la Unió Europea, l'altre des de la perspectiva de la ribera sud de la Mediterrània. Avui tenim amb nosaltres la Marie-Antoinette Maupertuis. Vous avez la parole, madame. Merci. Donc je reprends la parole en tant que présidente de l'Assemblée de Corse et militante convaincue depuis maintenant quelques décennies de l'intérêt de la coopération et de la nécessité de la coopération en Méditerranée, puisque j'ai participé, c'était avant Jésus-Christ, ça fait longtemps, au premier Interreg en tant que jeune chercheur. Donc voilà, comme ça c'est dit. Alors je dois dire que je représente l'ARLEM, je suis rapporteur sur le pacte pour la Méditerranée et co-rapporteur avec un maire d'une commune jordanienne, monsieur Jamal Abou Obed, que je souhaite donc citer, avec lequel nous travaillons de manière resserrée, et son experte est ici présente, si vous avez besoin de réponses à certaines questions. Donc Rama Elizi, merci d'être là. Donc nous travaillons ensemble. ARLEM est une association qui dépend du Comité européen des régions, pour ceux qui ne le savent pas, et qui est constituée à parité de membres du Comité européen des régions et de membres de pays du Sud et de l'Est méditerranéen.
Donc l'idée principale du pacte, bien évidemment, est une bonne nouvelle d'ailleurs, il faut le souligner, on ne le dit pas assez. Le pacte est véritablement une bonne nouvelle et bien évidemment l'idée maintenant est de passer du pacte à ses impacts et à sa mise en œuvre, à son exécution sur les territoires. Et je crois qu'au cours des 2 jours, tout le monde a bien compris la nécessité d'intégrer les autorités régionales et locales, bien évidemment, mais aussi l'ensemble des acteurs qui sont sur le terrain et en particulier les tissus entrepreneuriaux. Il nous faut indiscutablement, c'est le premier message que nous essayons de faire passer avec Jamal, l'idée c'est véritablement qu'il y ait une co-appropriation du pacte. Si le pacte, à plusieurs niveaux, si le pacte n'est pensé que par la Commission européenne, ce n'est pas le cas, nous l'avons entendu, s'il n'est pensé que par les États membres et s'il n'est pensé que par le Nord, il n'y aura pas de pacte. Voilà, c'est très simple, ça ne s'appelle pas un pacte, c'est une vision descendante et cette vision descendante, nous n'en voulons pas et c'est ce qui a été exprimé dans le cadre du premier rapport qui a déjà été présenté en commission Harlem au mois de juin dernier. Donc logique de co-appropriation parce que nous sommes les premiers acteurs, je l'ai dit tout à l'heure, les premiers acteurs en contact des populations, en contact malheureusement des crises aussi, et nous voulons être les moteurs du pacte. J'ai entendu hier, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'ensemble des propositions, des partenariats, des réseaux, des têtes de réseau qui se sont exprimées sur différents sujets, sur différentes problématiques. Deuxième bonne nouvelle, je me permets de le dire, les informations que vous nous avez livrées hier et les grands objectifs et les besoins que vous avez fait remonter jusqu'à nous, eh bien, nous les partageons complètement. Puisque dans le rapport Harlem, les thématiques qui ont été évoquées hier, notamment sur l'eau, sur la protection civile, sur la jeunesse, sur la question environnementale, sont pleinement d'actualité et inscrites dans le rapport que nous produirons, définitif, que nous produirons pour le mois d'octobre. Je voudrais juste rajouter, si vous le permettez, il me semble que la question de la culture, des échanges culturels doivent être aussi mise en valeur. Nous l'avons évoqué hier uniquement en conclusion et je remercie Elvira de l'avoir fait. C'est important parce que la culture, c'est ce qui nous lie aussi. Et nous avons tous des dimensions multiculturelles. Autour de la table, ici, tout le monde parle plusieurs langues, mais c'est le cas, il faut le savoir, pas uniquement parce qu'il y a des diplomates ou des responsables politiques. Dans toutes les régions frontalières et dans tous les territoires de Méditerranée, souvent, les gens sont plurilingues, sont multilingues. Et ça, c'est fondamental. Il y a aujourd'hui, évidemment, ça se combine aux nouvelles technologies, au cinéma, avec des jeunes qui font énormément de choses. Et je crois que ce sont des vecteurs, non seulement, évidemment, d'échanges culturels et patrimoniaux, mais aussi des activités économiques. Donc, la question de la culture, je ferme la parenthèse, me paraît essentielle. Le deuxième message que je voudrais faire passer, c'est qu'il nous faut, bien évidemment, une participation structurée des territoires. Parce que sinon, nous allons avoir, évidemment, nous avons déjà le pacte, un premier plan d'action, d'autres plans d'action qui vont venir en dynamique, mais les acteurs vont quand même se retrouver un peu perdus. Et on le sent bien dans les interrogations qui se font jour, et notamment de l'intervenante de Murcie. C'est-à-dire que les acteurs, oui, sur Internet vont trouver un pacte, vont trouver un plan d'action, mais le lien ne se fera peut-être pas. Et je dirais presque qu'il va se perdre en Méditerranée. Et ça serait vraiment dommage parce que du coup, en résultera une frustration importante. Donc, il nous faut une participation structurée. Et pour cette participation structurée,
Alors évidemment, ici, chacun y va de son moment de lobbying, et c'est bien normal, hein, c'est le jeu, très franchement. Et vous m'excuserez, mais concernant l'Arlem souhaite pleinement être associé non seulement au sommet Neighborhood, mais au-delà d'être observateur, elle veut être également partie prenante dans les comités de pilotage qui traiteront de la définition, de la mise en œuvre et de l'évaluation des plans d'action successifs. Concernant le troisième message que je voudrais faire passer, il ne peut pas y avoir de pacte, je l'ai dit tout à l'heure, s'il n'y a pas les régions du Sud. Ce n'est pas possible. Elles sont aujourd'hui représentées, il y en a certaines qui sont ici présentes, et je trahirais mon co-rapporteur, et surtout nous trahirions l'idée même du pacte et la commissaire Suiza si les régions du Sud n'étaient pas co-acteurs, co-actrices avec nous. Donc les territoires et les autorités régionales, mais aussi les associations qui œuvrent déjà avec les régions du Sud ou à partir du Sud pour avoir une vision qui ne soit pas uniquement dans une logique nord en direction du sud, mais aussi sud en direction du nord, eh bien, doivent être écoutés et également être maîtres d'œuvre. La quatrième idée que je voudrais avancer, et vous excuserez la représentante d'un territoire insulaire, c'est qu'il n'y a pas de Méditerranée sans ces îles. Il y a une stratégie des îles qui vient d'être proposée par le vice-président exécutif de la Commission européenne, Raffaele Fitto. La Méditerranée, vous savez, et les îles, c'est une longue histoire et chaque île est un condensé de Méditerranée sur le plan historique, sur le plan géopolitique, sur le plan climatique aussi aujourd'hui. Et les îles ont des capacités d'innovation parce qu'elles sont confrontées au quotidien à tous les défis que connaît la Méditerranée aujourd'hui. Donc n'oublions pas les îles qui peuvent être véritablement des laboratoires à ciel ouvert d'innovation qui ensuite pourront être développés sur les rives plus continentales. Je pense en particulier à la question de la gestion de l'eau en milieu insulaire, la gestion des déchets, les questions énergétiques aussi, qui me paraissent essentielles, et évidemment les questions sociétales. Les îles sont traversées depuis toujours par les migrations. Certains restent, d'autres repartent, et les îles ont réussi à vivre comme ça au cours des siècles, et c'est ce qui fait d'ailleurs notre richesse. Pensons à Malte, pensons à Chypre, qui sont des États membres, pour ne parler que d'elles. Le cinquième message que je voudrais faire passer, c'est qu'un pacte, et nous l'avons entendu ces 2 jours, un pacte et des plans d'action sans moyens resteront une promesse. Alors, lorsque je dis moyens, bien évidemment, il y a les moyens financiers. Nous l'avons bien compris, il faudra attendre le cadre financier pluriannuel post-2027 pour savoir exactement quelles seront les ressources de l'Union de manière précise et la ventilation de ces moyens. Ce n'est un secret pour personne. Nous savons que les temps sont difficiles, bien sûr, et qu'il faut financer beaucoup de choses, et notamment par rapport au cadre financier pluriannuel antérieur, et qu'il nous faut financer la défense, la sécurité, la résilience, etc., etc. Bien, et personne ne dira le contraire. Néanmoins, il faudra que nous ayons une vision de mise en œuvre coordonnée de l'ensemble des programmes qui concernent directement ou indirectement la Méditerranée. Je pense que nous sommes d'accord, nous avons eu plusieurs réunions, et je l'en remercie avec M. Gatzelou et la DG MENA. Effectivement, il faudra qu'il y ait une coordination, une mise en cohérence de l'ensemble des fonds. Mais surtout, ces fonds et ces moyens doivent arriver jusqu'au territoire. Et les territoires ex-ante ont besoin de savoir ce qui existe. Je ne prendrai que l'exemple de la Corse. Moi, je reste persuadée que chez moi, en Corse, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il existe des programmes et des dispositifs qui peuvent être utilisés. Donc, ça signifie que
la communication se perd quelque part en Méditerranée et il est essentiel, et je rejoins ce qu'a dit la représentante de Murcie, il nous faut effectivement une base de données et un canal de communication particulièrement actif et dynamique pour avoir accès à tous les moyens qui existent. En termes de moyens également, il me semble évident que les partenariats publics-privés aujourd'hui sont une évidence, une nécessité, mais une évidence. Et de ce point de vue-là, nous n'avons aucun problème à Haarlem à considérer que les associations, les chambres de commerce, bien sûr, les représentations de différentes organisations patronales, mais aussi de l'économie sociale et solidaire, de l'agriculture, du tourisme, bref, des start-up, bien évidemment, puissent participer pleinement à ce qui va se faire et à la mise en œuvre du pacte dans les mois à venir. Enfin, je voudrais conclure en disant que le pacte doit être un facilitateur, un catalyseur, parce qu'il existe déjà beaucoup de choses, beaucoup de projets qui aujourd'hui, dans une logique pas de rationalisation, parce que le terme est impropre, et puis la rationalité méditerranéenne est un peu particulière peut-être aussi. Donc, pas de rationalisation, mais d'efficacité et de partage. Il nous faut effectivement avoir une meilleure organisation, travailler différemment, comme je le disais tout à l'heure, capitaliser sur toutes les belles choses qui ont été faites, qui existent et qui vont venir également, avec une mise en réseau importante. Pour conclure, je dirais que les autorités régionales et locales méditerranéennes, que je représente en partie, bien sûr, en partie et modestement aujourd'hui, et notamment celles du Sud aussi, n'attendent plus de grandes déclarations. Je crois que nous avons fait des grandes déclarations et de très belles déclarations pendant des années, parce que les Méditerranéens, nous parlons beaucoup. Nous nous référons très souvent à des grands auteurs qui ont structuré aussi notre mémoire que nous voulons transmettre. Je pense évidemment à Braudel, à Paul Valéry, à Albert Camus, mais je pense aussi à Averroès, à Avicenne, à Cervantes, à Boccace et à tant d'autres. Laissons cela, effectivement, transmettons cette mémoire à nos jeunes, mais laissons cela pour les grands discours. Aujourd'hui, il nous faut des actions et il nous faut du concret et des résultats, parce que si cela n'advenait pas, le niveau de frustration et de déception des populations, des gens qui vivent le quotidien en Méditerranée, qui n'ont plus d'eau à partir de 9 h le matin, qui ne savent pas comment gérer les déchets, qui ont de grandes difficultés, qui attendent un bateau qui n'arrive pas parfois. Ça m'arrive, je ne parle pas du région du Sud, entre la Corse et la Sardaigne. Donc, je me permets de le dire. Ces gens-là n'adhéreront plus au projet européen, ne croiront plus les pactes, les stratégies et nos grandes déclarations. Ils n'y croiront plus. Et là, je pense que nous avons une responsabilité politique majeure. Il nous faut créer la confiance et il ne faut pas décevoir. Mais à ce que j'ai entendu ces quelques jours, et compte tenu des échanges que nous avons avec la Generalitat de Catalogne, que je remercie à nouveau, et la Commission européenne depuis des mois, je pense que nous en avons vraiment les moyens. Nous avons la possibilité de faire des choses magnifiques en Méditerranée, et évidemment tout cela dans le sens de la paix. Merci. Merci bien, Madame la Présidente, et merci de souligner cette dimension d'opportunité du pacte. Je crois que c'est très important. Hier, on l'a vu, le pacte, c'est une opportunité pour la Méditerranée, c'est une opportunité pour l'Europe, pour le Sud. Donc, je crois qu'il faut aussi être positif et souligner cette dimension. Aussi de parler de cette participation structurée des territoires. Les territoires sont les moteurs du pacte, ils doivent être aussi le moteur de l'implémentation du pacte. La participation des régions du Sud qui est impérative dans les pactes, des îles
C'est une mer, la Méditerranée, c'est une mer d'îles, donc les îles doivent avoir un rôle fondamental dans le pacte. Aussi d'aborder les défis qui posent le financement, c'est the elephant on the room, le financement, toujours, et c'est aussi important d'en parler. Bon, maintenant, on a la deuxième rapporteure. Maintenant, on passe de l'Arlem au comité des régions. Ici, la proximité est très claire. L'Arlem, c'est un programme qui est très lié au comité des régions. On a parmi nous Magali Altounian. Magali Altounian est conseillère régionale de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et présidente de la commission CIVEX du comité région, et aussi en charge d'un rapport sur le pacte. Madame Altounian, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, bonjour à tous, merci Monsieur le Secrétaire Général, merci Monsieur le Ministre, merci le représentant de la Commission européenne, Madame la Présidente, chère Marie-Antoinette, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et de l'industrie, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi vous pour parler du futur du pacte de la Méditerranée. Alors Marie-Antoinette a naturellement rappelé les défis, le contexte géopolitique, vous l'avez aussi évoqué Monsieur le Secrétaire Général. Monsieur le représentant de la Commission européenne, vous avez parlé de son adoption, vous avez parlé aussi de son premier plan d'action, et maintenant il est temps de passer à la définition des priorités, aux actes directement sur nos territoires. Et c'est dans cette démarche, naturellement, en tant que représentante du Comité européen des régions, que j'ai souhaité mener à bien ce rapport sur le pacte de la Méditerranée. Marie-Antoinette a évoqué ces messages. Certains de ces messages, nous les partageons et nous les défendons aussi dans nos assemblées respectives. Nous nous réunissons ici au Comité européen des régions. Moi, je voudrais défendre trois idées, trois messages dont certains ont déjà été évoqués. Le premier, naturellement, que les collectivités territoriales doivent être pleinement associées à la réussite du pacte. La Méditerranée fait face à des défis considérables. Vous avez évoqué les défis démographiques, préservation naturellement de la biodiversité. Moi, je viens d'une région, donc je suis conseillère régionale, la région Sud, mais nous sommes également touchés par les incendies, cela a été évoqué. Je suis élue à la ville de Nice. Nous avons été touchés par les inondations avec la tempête Alex, et donc naturellement que le défi environnementale est une priorité pour nous. Vous avez évoqué l'emploi de nos jeunes aussi. Vous avez évoqué aussi l'importance d'accompagner les petites et moyennes entreprises. Nous sommes également une région où nous avons énormément de petites et moyennes entreprises, et donc effectivement nous devons les accompagner. Le développement économique, la résilience aussi des territoires, la gestion de l'eau, ma chère Marie-Antoinette, ainsi que l'adaptation naturellement au changement climatique. Les régions et les villes ne sont pas de simples bénéficiaires des politiques européennes. Elles sont souvent les premiers acteurs de leur mise en œuvre, vous l'avez évoqué, et à titre d'exemple, puisque je représente également la région Sud, nous conduisons aujourd'hui plus de 170 projets de coopération avec nos partenaires méditerranéens. Cela montre qu'une action construite avec les territoires produit des résultats durables et répond concrètement aux besoins des populations. C'est pourquoi nous défendons aussi une gouvernance multiniveau, associant davantage les collectivités territoriales, la société civile aussi, à la définition des priorités, à la mise en œuvre et aussi au suivi du pacte de la Méditerranée. Mais cette ambition ne doit pas rester un principe affiché. Elle doit se traduire concrètement dans des mécanismes de pilotage du pacte. Vous avez évoqué la gouvernance. Faites confiance naturellement à l'Arlem, puisque c'est l'Arlem qui anime et qui anime ce dialogue entre les collectivités territoriales, mais aussi au Comité européen des régions. Nous rassemblons plus de 323 membres des collectivités territoriales européennes, que ce soit des maires, que ce soit des présidents de départements ou aussi des présidents de régions. Et vous avez posé la question, monsieur le représentant de la Commission, comment est-ce qu'on peut faire ancrer le pacte de la Méditerranée dans les territoires? Faites confiance aussi aux assemblées et aux représentantes de ces territoires, que ce soit l'ALERM, au Comité européen des régions.
parce qu'ils peuvent aussi faire remonter les réalités du terrain, nous les vivons au quotidien, identifier aussi les obstacles que vous rencontrez. Vous posiez la question comment aussi on peut améliorer la communication. Les régions et les collectivités aussi en sont des parfaits exemples. Et puis je le dis aussi, les gouvernements passent, mais les collectivités parfois demeurent. Et c'est aussi le premier échelon de confiance avec nos populations, et Marie-Antoinette le disait, nous sommes à un tournant aussi du projet européen, où on constate de plus en plus une défiance du projet européen, et nos populations ont du mal à identifier concrètement aussi les opportunités que peuvent offrir l'Union européenne. Faites confiance au territoire pour pouvoir passer ce message aussi également. Le deuxième point que je souhaite relever, et cela a été naturellement évoqué, concerne naturellement les moyens de l'action. L'ambition du pacte est largement partagée, nous l'avons dit ces 2 derniers jours, mais elle ne pourra se concrétiser que si les territoires disposent des capacités nécessaires pour agir. Cela a été évoqué au niveau des entreprises, au niveau des collectivités territoriales, au niveau des associations aussi. Elles ont besoin d'un accompagnement renforcé en matière d'ingénierie, captation aussi, des financements européens, mais aussi identification des financements mis à disposition. Vous l'avez dit, Marie-Antoinette l'a dit, il y a ce grand débat sur l'MFF aussi également. On connaît les priorités, réindustrialisation de l'Europe, et bien évidemment que les territoires doivent s'y atteler et participer aussi au renouveau et à cette réindustrialisation. On a parlé aussi de la nécessité d'établir une véritable politique de défense pour protéger la paix qu'a évoqué Marie-Antoinette aussi également. Mais voilà, n'oubliez pas les politiques de cohésion, n'oubliez pas aussi les fonds sectoriels aussi de coopération décentralisée. Nos populations en a besoin. C'est vrai dans le pacte de la Méditerranée, mais j'ai été aussi rapporteur pour le mécanisme européen transfrontalier 2.0, puisque je viens d'une région transfrontalière, et les enjeux sont les mêmes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mutualiser nos forces, comment on peut simplifier aussi les démarches. Vous avez évoqué, ça a été évoqué, un espace de coopération sur les données, un lieu aussi peut-être aussi concret. Alors c'est peut-être pas forcément une nouvelle institution, ça peut aussi faire confiance aux institutions aussi existantes, mais nous, les populations et les collectivités, nous avons besoin à la fois de mutualiser nos compétences pour répondre aux défis de demain, mais aussi avoir des lieux concrets d'identification pour les populations qui ont trop le sentiment aussi que l'Europe est trop éloignée d'eux. Le troisième message porte sur la cohérence de notre action collective. C'est ce que je disais, la Méditerranée bénéficie déjà d'un tissu dense de coopération, de réseaux, de partenariats. Notre défi n'est pas de repartir à zéro. Et cela a été dit par Marie-Antoinette, le pacte doit être un accélérateur, mais aussi un fédérateur des dynamiques qui existent déjà dans nos territoires. Son succès ne pourra pas être mesuré uniquement à travers des indicateurs financiers ou administratifs. Il devra être apprécié au regard de son impact réel sur les territoires. L'emploi des jeunes, naturellement, faites confiance aux jeunes. Rapprochez aussi les institutions aussi du monde de l'entrepreneuriat. Vous avez souvent rappelé l'excellence de nos universités, mais encore faudrait-il que nos universités s'adaptent aussi aux métiers d'avenir et proposent des formations qui peuvent demain correspondre aux entreprises, maintenir aussi nos talents, puisqu'on parle très peu, souvent, de la fuite aussi des talents. On a tous intérêt, nous, en tant que dirigeants de nos collectivités territoriales, de maintenir les talents aussi sur nos territoires, puisque cela participe aussi à la souveraineté nationale, mais aussi à cette fameuse souveraineté industrielle aussi que l'on défend et que l'on veut défendre aussi au sein de l'Union européenne face aux géants, que ce soit les États-Unis ou la Chine. Ça passe aussi par ce pacte aussi de la Méditerranée. Une gouvernance multiniveau, cela a été dit, et leur connaissance des réalités locales constitue un atout précieux pour apprécier les résultats obtenus. Enfin, permettez-moi d'évoquer un enjeu stratégique, voire même politique. Au-delà du premier plan d'action, le pacte nous invite à réfléchir à l'avenir de la gouvernance euro-méditerranéenne. Dans d'autres espaces européens, les stratégies macro-régionales ont démontré leur capacité à mieux coordonner les politiques publiques, à rapprocher les acteurs et à donner une vision commune de long terme. Le pacte pour la Méditerranée doit constituer une première étape vers une véritable stratégie macro-régionale euro-méditerranéenne. En effet, la Méditerranée, à la différence des autres bassins maritimes en Europe, ne dispose pas encore aujourd'hui d'un tel
cadre. Alors que cela est soutenu par les membres de l'ARLEM, par le Comité européen des régions, par le Comité économique et social européen, même parfois par le Parlement européen qui en parle de plus en plus. Il ne s'agit pas de créer de nouvelles institutions, d'alourdir le processus, mais de donner davantage de cohérence à nos actions et de se doter d'une vision commune. Au fond, tous les sujets que nous évoquons aujourd'hui, gouvernance, financement, simplification aussi, coopération territoriale, évaluation ou encore perspective macro-régionale, renvoient à une seule et même question: comment faire du pacte un véritable projet partagé par l'ensemble des acteurs de la Méditerranée et porteur de résultats concrets pour nos citoyens. Ce pacte, la réussite de ce pacte dépendra de notre capacité à faire des territoires des partenaires à part entière de cette politique, associés non seulement à sa mise en œuvre, mais aussi à son pilotage, à son évaluation et à son évolution future, car la Méditerranée ne se construit pas uniquement au sein des institutions. Faites confiance aux régions, faites confiance aux villes, aux acteurs économiques aussi, ainsi qu'aux associations. Je vous remercie. Merci Madame Altounian pour votre intervention, pour nous rappeler cette dimension des projets partagés. Je crois que c'est très important. On partage des défis, vous l'avez mentionné, l'eau, les incendies, on le voit dans nos territoires méditerranéens, la sécheresse, mais aussi la participation des acteurs du territoire, les petites et moyennes entreprises, les acteurs productifs, le tissu productif de territoire, comment les vinculer, les connecter au pacte, c'est très important. J'ai beaucoup aimé cette notion du pacte comme fédérateur, des fédérateurs d'initiatives, des projets, c'est vraiment ça, non? Le pacte, c'est un accélérateur, mais a la capacité de fédérer des initiatives. Et bien sûr, il faut adresser la question de la stratégie macro-régionale de la Méditerranée. C'est un des défis qu'on a eu pendant longtemps. Beaucoup des acteurs qu'on partage cette table, donc aussi de le mentionner, c'est important. Molt bé. Ara tenim la intervenció del tercer rapporteur, del tercer ponent, aquest cop del Parlament Europeu, que finalment, Nicola Zingaretti, que finalment no ens ha pogut acompanyar avui i ens ha enviat, si no vaig errat, un vídeo enregistrat, un missatge enregistrat, que m'assembla, si l'equip tècnic ens ho pot passar, que el podrem escoltar ara mateix. Dear friends, thank you for your invitation. I'm sorry for not being there, but due to institutional commitment in Strasbourg, it was impossible for me to come. But I didn't want to miss this opportunity for giving my contribution as the rapporteur of Pact of Mediterranean and the European Parliament. We are starting an important parliamentarian process. 30 years after the Euro-Mediterranean Conference that launched the Barcelona process, Europe is once again questioning the meaning and the future of its relationship with the Mediterranean. At the end of 2025 is a deeply changed context. A new pact for the Mediterranean was presented with the aim to renew the visionary project born in the 1990s. To build a strategic partnership with the country of Southern Shore in order to face together the major transformation of the contemporary world. The decision by the European Commission to relaunch a political, economic, diplomatic and cultural initiative for Mediterranean represents an important signal, precisely at the time when distrust in dialogue and cooperation seems to prevail. The unfinished nature of Barcelona process teaches us that we cannot surrender. If many crises have gotten worse over the past 30 years, it is also because dialogue has gradually weakened. Perhaps during those years, both the opportunity and the risk represented by the Mediterranean space were underestimated.
and many challenges remain unsolved. The Mediterranean is a shared political space in which the future of the European Union itself is at stake, from energy corridors to migration policies, from climate challenges to the construction of the new global alliance. More than 520 million people shaped by extraordinary cultural, religious, social and linguistic diversity. Potentially, this is an immense strength, but without cooperation and a true partnership, it can also become a source of great instability and disorder. For this reason, as rapporteur of the Foreign Affairs Committee, I want to strongly emphasize what the role of the civil society and the dialogue among other people must be. We must invest in people, because we cannot wait for governments alone to rebuild a climate of peace and cooperation. Culture, research, education, policies, university, civil society, organization, businesses, connecting different people, religions, and experience is an essential condition for creating a new climate of peace and cooperation, not merely focusing on the dimension of investment and trade. Many of those priorities are part of the action plan proposed by the Commission. The Pact will basically be a set of action which will be financing many projects, such as a consortium of Mediterranean university, innovation and research center linking university, businesses, startups and investors, a system for supporting startups, youth and women entrepreneurs, through a new funding instrument and improved access to finance, a system for strengthened digital connectivity, submarine cable infrastructure, cybersecurity and AI cooperation, and many, many other initiatives. Today, Europe must demonstrate its willingness to build a true partnership among equals, not an asymmetric relationship between donor and beneficiary, but a shared responsibility based on genuine co-ownership, common objective and a shared vision for the future. If Europe can rediscover united vision and political courage, then the Mediterranean can once again become what it has historically always been, not a frontier to defend, but a bridge to cross, not a space for competition, but a shared space of stability, prosperity and peace, because peace is not invented, peace is built step by step. And I believe this is now our goal. Well, thank you, Mr. Zingaretti. He has recalled us, I think, two concepts which are very, very relevant despite living very complex times, peace and cooperation. And I think peace and cooperation are fundamental for the pact, this pact that might be built as a bridge that unites the two shores of the Mediterranean, that transcend frontiers is, I think, very, very relevant. Molt bé, tenim ara un torn obert de paraules. Abans el conseller ja ha donat dues paraules per que es poguessin formular preguntes al director Gaztelu. Tornem a obrir un torn de paraules per teniu a la vostra disposició les dos ponents de dictàmens de l'ARLEM i del Comitè de les Regions. Entenc que també l'Alt Francisco Gaztelu estarà encantat de respondre més preguntes. Per tant, the floor is yours. Sí.
Hola. Si us presenteu, sí. Si no... Buenos días. Andrea Tinagli, hasta hace poco representante del Banco Europeo de Inversiones a la Unión para el Mediterráneo. Ahora hablo como experto independiente, ya no como representante de la institución. Muchísimas gracias por la organización. Muchas gracias, Francisco, por el esfuerzo de estar aquí hoy. Yo quería hacer una pequeña intervención más bien técnica. Todo lo que se ha dicho hasta ahora desde un punto de vista de visión y de estrategia no se puede que compartir. Las prioridades que se han indicado son absolutamente válidas para todos los actores. Y cuando tenemos que transformar estas visiones en acciones, y intentar hacer todo lo que la Comisión quiere alcanzar gracias al pacto, en particular la combinación público-privada. Entonces, pasar también una multiplicación de recursos financieros. Todo esto requiere no tanto una simplificación de temas administrativos. Yo lo veo más bien como una gran profesionalización técnica. Porque si queremos alcanzar esto hay que combinar las reglas de acción del público con las exigencias de riesgos de instrumentos financieros del privado. Y para hacer, por ejemplo, si se habla de la macrorregión mediterráneo desde un punto de vista de cooperación con la Comisión Europea, también hay que adaptar los distintos recursos financieros que no están pensados para combinarlo entre fuera y dentro de la Unión. Hay una clara separación entre política de fondos FEDER, FSE, DG Regio de un lado y del otro lado en DG Global Europe. Por lo tanto, un nivel de complejidad muy elevado desde el punto de vista técnico que requiere, desde mi punto de vista, una necesidad de mutualizar los esfuerzos entre regiones, no solo por la condivisión de los objetivos estratégicos, sino también para tener la capacidad técnica para poder dar las propuestas que la Comisión y DG MENA espera. Es un gran mensaje, creo, que está dando el director general de DG MENA. No esperéis, regiones, que nosotros os demos la solución. Seáis creativos vosotros proponiendo algo, pero para proponer hay que estar muy preparados. Y creo que si hay excelencias a nivel de regiones, con alguna región que gracias a su experiencia anterior se porta como pilota y como apripista, decimos en Italia, pues yo creo que para las regiones es una grandísima oportunidad. Y creo que la Comisión, pero aquí espero un poco la confirmación o la visión de Francisco, creo que acciones multirregionales que permitan de presentar acciones comunes financiadas con recursos del nuevo Pacto por el Mediterráneo son seguramente bienvenidas. Y aquí la última palabra es: se pide confianza de la Comisión o de los Estados a las regiones, y yo creo que hacer un ulterior elemento de confianza mutua a niveles de región, porque no siempre las regiones están dispuestas, cuando se tiene que contribuir sus propios recursos, a condividirlos en una governance que hay que alcanzarlo, donde las regiones aportan para cofinanciar iniciativas de recursos europeos. Y tenemos experiencias en España con el FRA, con el Fondo de Resiliencia Autonómico, alimentado por los Next Gen, donde se han hecho governance de este tipo. Hay mucho que se puede aprender por experiencias dentro y fuera de la Unión Europea. Perdonadme si ha sido un poco largo. Gracias, Andrea. Primero tenemos a Paqui Santonja, que la he visto. Después yo creo que a la derecha teníamos una parábola y luego la representante de la región de Valencia. Y yo creo que con esto tendremos que cerrar porque daríamos respuesta por parte de la mesa y a las 11 tenemos el coffee break. Bueno, gracias, Agustí. Buen día, buenos días a todos y a todas. Soy Paqui Santonja, asesora principal en Casa Mediterráneo.
Somos un consorcio público situado en Alicante, otra ciudad mediterránea también muy activa en temas mediterráneos. Agradecer primero a la Generalitat de Cataluña la invitación, al director general, que hoy no ha podido venir. Agradecer al departamento también por su invitación y por estar siempre atentos y pendientes de que estemos presentes en estos encuentros. Y, como no, al IEMET, institución hermana y prima, digamos, muy parecida a nosotros, que trabajamos en coordinación muchas veces en muchas dinámicas. Algunos elementos simples de recordar. Casa Mediterráneo es un consorcio público, como tenemos aquí en Barcelona Casa Asia, y estamos formados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y las instituciones y organizaciones autonómicas, provinciales y locales en Alicante, es decir, Generalitat Valenciana, que hoy está aquí presente, Diputación de Alicante y las ciudades de Alicante, Benidorm y Xàbia. Nosotros trabajamos, como os decía, desde Alicante, pero para el conjunto del territorio de España y también en los países mediterráneos, y por lo tanto trabajamos en sintonía y en sinergia con todos los países. Quería destacar simplemente algunos elementos que me parecen interesantes desde esta mañana y que se han ido resaltando más allá de la idea de coapropiación que se comentaba. Creo que hay que insistir mucho también en generar complicidades a todos los niveles. Aquí en este foro estamos hablando evidentemente mucho del nivel local y regional, pero me parece muy importante seguir trabajando mucho también para convencer a Estados miembros y a Estados del sur, países del sur, para conseguir esa apropiación a nivel local y regional. Ayer Agustí resaltaba en algunas de las conversaciones cómo existe ese proceso de recentralización clarísimo, tanto dentro de los países europeos como en los países del sur, y si no conseguimos convencer y movilizar también a los países para que gobiernos locales y regionales estén implicados, esta dimensión local y regional va a ser mucho más difícil de apropiarse, ¿no? Por lo tanto, hay un esfuerzo ahí importante, un bottom-up, un top-down, pero también un ejercicio, digamos, horizontal entre todas las organizaciones que estamos aquí, del sector privado, del sector público, de cómo podemos conseguir que nuestros socios, nuestros partners con los quienes trabajamos habitualmente, estén implicados en este proceso para que entiendan la importancia de este nuevo pacto, ¿no? En este contexto también me parece importante insistir muchísimo me parece que ARLEM ha conseguido consolidar su papel dentro del Comité de las Regiones como órgano consultor, pero creo que nos sigue faltando un elemento importante, que es ir más allá de las consultas, ¿no? Tanto el Comité de las Regiones como ARLEM, y os digo, tiene un papel importantísimo, pero es muy difícil luego poder aterrizar esos informes y esas consultas en elementos operativos, ¿no? Y es el gran debate que tenemos hoy en día. No descubro nada nuevo, pero sí que me parece muy importante resaltarlo para que ARLEM también consiga, con mayor fuerza política y sobre todo operativa, tener un papel práctico para poder implementar esos informes tan importantes donde se resaltan y se proponen ideas muy concretas, ¿no? Y que los propios electos que luego firman esos informes en el seno de ARLEM se comprometan a poder llevarlos a cabo también haciendo esas presiones. Un último elemento para el director de DG MENA, que ya habrá oído de nuestro director varias veces, porque ya nos hemos visto unas cuantas veces, es esta necesidad también de trabajar de forma transversal dentro de la Comisión Europea, ¿no? Es muy importante que el pacto, cuando hablamos de prioridades temáticas, seamos capaces de poder pasar a través de las diferentes direcciones generales para poder asegurarnos de que efectivamente están todos implicados. Es decir, darle una dimensión mediterránea a la Comisión Europea. Es decir, porque muchas veces no se lo creen, ¿no? O no acaban de implicarse del todo, y es un esfuerzo titánico que sé que hace la Dirección General y la comisaria para otra vez explicar de nuevo, y hacerles implicar a todas las direcciones generales en esa dimensión. Y una última cuestión muy rápida. Sí que creo que tenemos que reforzar también la complementariedad y el trabajo que estamos haciendo en el seno del Mediterráneo en temáticas concretas. Y solo doy un ejemplo y lo dejo aquí, y es el tema de la juventud. Es un elemento importantísimo, tenemos datos muy reveladores, pero es verdad que hay muchísimas organizaciones que estamos todos trabajando en esa temática y creo que tenemos que complementarnos y coordinarnos mejor. Hay muchas organizaciones, Unión por el Mediterráneo, Fundación Analint, Estados miembros, ahora con el Pacto por el Mediterráneo, y creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante para coordinarnos mejor. Muchas gracias.
Gracias, Paqui. Paso la palabra al fondo, luego me voy con la representante de la Generalitat de Valencia y lo dejaríamos aquí. Os pido brevedad porque sí que querría dar de vuelta la palabra a la mesa. Thank you. Marcello Scalisi from Unimed. I was thinking to do my speech in Italian, but I will use the lingua franca as Francisco mentioned. I will continue in English. I have first a question for Maria Antonietta, if I may, the President of the Corsica Assembly. You know that in the pact we discussed also yesterday, there will be an important component for university cooperation, the Mediterranean university initiatives and mobility of youth and so on. Universities, I'm sure that will do their best, but sometimes cooperation inside the region is not so easy. We are discussing about Euro-Mediterranean collaboration, but sometimes the collaboration among universities and their own region is quite complicated because it's a financial issue, political issue. In that perspective, to open the door for internationalization means hosting students, professors, and there are a lot of problems related to housing, for instance, in particular in touristic cities. This means that universities should be supported for investing in housing for students, for international students in particular, and something similar. Do you think that this alliance is looking at the relevance of the Pact for the Mediterranean, but these alliances inside the region among universities and the authorities could be implemented looking at the Pact relevance to try to support universities in become an important actor, because otherwise they are not able to invest except giving rooms for courses and that's it. Then, if I may have a question for Francisco. You mentioned that some of the southern Mediterranean countries are fully involved in the process. Some other are not yet so very well involved, because I would like to know which are the difficulties in this process. I don't want to know which countries, but what are the main difficulties in this dialogue? And then, if you have to recover your vacation day, we wait you in Sicily, okay? Thanks a lot. Vamos ahora para cerrar con Ruth Merino, de la Generalitat de Valencia. Sí, gracias. Brevemente, bueno, yo soy la secretaria autonómica de representación ante la Unión Europea y Acción Exterior del Gobierno de la Generalitat Valenciana, pero además de como representante de mi región, también estoy aquí en esta jornada de ayer y hoy representando la presidencia de la CIM, de la Comisión Intermediterránea de la CRPM, que asumimos hace un escaso mes. Y bueno, yo más que preguntas voy a lanzar un par de reflexiones que me llevan a las que he llegado por todo lo que he oído ayer y hoy, pero también en el tiempo que llevo en este área, ¿no? Podemos decir que estamos de enhorabuena porque estamos de acuerdo todos en muchísimos temas que repetimos y que es normal que lo repitamos porque son importantes en las diferentes mesas e intervenciones que hemos tenido aquí estos días, ¿no? Pero también en el Comité de las Regiones y en muchos ámbitos. Pero si realmente queremos que estas políticas públicas, en este caso hablamos del Pacto por el Mediterráneo, tengan un impacto, que es el lema de las sesiones, que sean palpables y que tengan resultados objetivos y beneficiosos para los ciudadanos, tenemos que hacer esa evaluación de las políticas públicas y llevarlas a cabo. Más allá de la financiación, que podría hablar un rato de la financiación y de esa evaluación de las políticas públicas para ver si realmente sirven, lo que me da la impresión es de que hablamos mucho del papel de las regiones y de todos estos organismos que pueden hacer aportaciones muy importantes respecto a las necesidades, a las oportunidades, a los desafíos de las regiones mediterráneas, pero hay una especie de dispersión y descoordinación a la hora de llevarlas a cabo y, por ejemplo, el representante de la Comisión, de DG MENA, decía que podemos hacer aportaciones, pero ¿cuál es el procedimiento? Yo creo que para que tenga éxito tenemos que hacerlo de una forma inteligente y ordenada. No podemos, todos aquellos que tenemos algo que decir sobre el Mediterráneo, actuar de forma individual, dirigiéndonos a la Comisión de forma independiente. Creo que la forma de que tenga éxito es no perder energía hablando mucho de los temas, sino coordinarnos y hacerlos de una forma más concreta, más específica y más eficiente. Yo lo digo porque soy una persona pragmática y me gusta que las cosas que se dicen y que tienen muy buena pinta sobre el papel luego se lleven a la práctica y tengan resultados.
ayer lanzaba una idea, que no era más que una idea, de crear una especie de mecanismo de cogobernanza o de coordinación que fuera interlocutor y que aprovechara todas estas herramientas, todos esos instrumentos que ya existen y que saben mucho, que tienen mucha experiencia, muchos proyectos compartidos y de cooperación que han tenido buenos resultados referentes al Mediterráneo, que hay mucho trabajo hecho y que se puede utilizar. Pero ¿cómo lo hacemos llegar para que realmente sea útil, para que ese pacto por el Mediterráneo sea una realidad? Entonces, era un poco la idea que quería lanzar y, no sé, yo no me voy a convertir en adalid ni en representante de nadie que quiera dar la solución. Ojalá la tuviera, ¿no? Pero creo que somos muchos actores durante muchos años haciendo mucho trabajo y con muy buenas conclusiones y que todo ese trabajo hecho y esas herramientas se tienen que utilizar en vez de crear algo nuevo. Lo que hay que crear es la forma de acumularlo y de hacerlo eficiente y útil para llevar a la práctica ese pacto por el Mediterráneo. Gracias. Gracias, secretaria. Bueno, ahora, si os parece, daré la palabra de nuevo a la mesa a Antoinette. Oui. Merci beaucoup à tous pour vos réactions et puis surtout pour vos propositions. Avant de répondre à Marcello Scalisi, si vous le permettez, je voudrais revenir sur ce qui a été dit par Andrea Tignali. Merci beaucoup pour cette proposition. Effectivement, nous partageons l'idée qu'à chacun son métier. Il faut que nous ayons une professionnalisation, c'est clair, plus technique, sur les questions de financement. J'ai envie de dire, puisque nous sommes en période de Coupe du Monde de football, c'est vrai qu'il y a plusieurs divisions. On ne peut pas comparer la Corse, la puissance de la Corse à la puissance économique de la Catalogne. Et de la même façon, on ne peut pas comparer une région perdue au fin fond de la Jordanie, à la frontière avec la Syrie, avec Aix-en-Provence. Voilà, bien évidemment. Donc les capacités techniques ne sont pas les mêmes. Mais je crois qu'il est temps qu'effectivement, que ceux qui ont les compétences transfèrent. Je crois que ça n'enlève rien à la capacité à un moment donné, pour ceux dont l'objectif, je dirais, est de faire du profit entre guillemets, c'est pas péjoratif, je suis économiste, bien puissent faire du profit, que ceux qui se battent pour la paix puissent établir des ponts et que ceux qui essayent d'apporter de l'eau ou d'aider une communauté pastorale puissent le faire aussi. Je crois que nous en avons les compétences en Méditerranée. Et très franchement, nous pouvons travailler sur des dispositifs de financement adaptés à chacune des situations, parce que financer la décarbonation des ports, nous en avons parlé hier, ce n'est pas du tout les mêmes montants financiers, ni les mêmes montages financiers que d'apporter une éolienne à Gozo, dans l'archipel de Malte. On n'est pas du tout sur les mêmes choses. Et pourtant, nous avons besoin des deux. Et pour les populations, ce sont les deux choses qui sont importantes. Et ça, il faut que nous changions notre façon de voir, y compris avec la finance, qui, à un moment donné, la finance et les fonds publics, qui doivent nous conduire à faire des montages innovants en la matière. Moi, je compte sur vous aussi, je vous renvoie un peu la balle, je compte sur la BEI, je compte sur les autorités européennes, et puis il y a dans nos territoires, bien évidemment, des agences de financement, des fonds d'amorçage, des tas de dispositifs qui permettent, des fondations, qui permettent aussi de répondre à cela. Mais il nous faut un minimum, là aussi, de coordination. Je pense également que la question, attention, il ne faut pas balayer d'un revers de main les difficultés que l'on rencontre avec non seulement les questions d'assistance technique, en particulier dans le Sud, mais aussi les questions de réglementation. Ça a été évoqué hier. Lorsque des étudiants ne peuvent pas partir faire leurs études ou que leurs diplômes ne sont pas validés, la frustration, là encore, est énorme. C'est-à-dire que pendant des mois et des années, on essaye de promouvoir leur mobilité et lorsqu'on arrive au moment de la mobilité, il n'y a pas d'accréditation qui est réalisée. De la même façon, puisque j'ai eu le cas des jeunes cinéastes, nous avons un festival du film méditerranéen, des jeunes cinéastes qui ont été soutenus par l'Union européenne et qui, à un moment donné, ne peuvent pas venir présenter leurs films. C'est absolument terrible. Donc, ce genre de choses ne nécessite pas des milliards et des millions d'euros.
Ce genre de choses nécessite à un moment donné, non seulement, et là encore les diplomates doivent faire leur travail, ils le font très bien, une action diplomatique forte que ne peuvent pas faire les régions. Ce n'est pas notre rôle, on n'a pas la compétence régalienne en la matière, mais les États membres peuvent faire quelque chose, bien évidemment. Donc, il faut que l'on simplifie absolument, et pour les PME, n'en parlons pas. Pour les PME aussi, il faut simplifier, parce qu'il n'y a pas que du grand, big Global Europe, il y a aussi du small, mais du small beautiful, vraiment, molto bello. Donc, il faut absolument qu'on travaille là-dessus. Je réponds enfin à Marcello Scalisi, monsieur Scalisi. Moi, j'ai réglé le problème encore. Je n'ai qu'une université. Et puis, voilà, voilà, je n'ai qu'une université, donc nous nous coordonnons facilement. Mais nous partageons et nous participons à différents réseaux, dans le vôtre, vous le savez. Mais néanmoins, je vis au quotidien, effectivement, la difficulté de ne pas avoir la taille critique. C'est une université de 5000 étudiants, vous imaginez. Donc, effectivement, là, il faut que nous fassions un effort dans nos régions respectives et dans les régions, je pense, à ta région, bien évidemment, à région sud, à la Catalogne, à la Toscane. Il faut que nous fassions un effort d'alliance et de coopération entre les établissements universitaires et autres, d'ailleurs, puisqu'il y a d'autres organismes de formation, pour qu'effectivement, non seulement au-delà de la production et de la diffusion de connaissances, nous puissions, à partir des universités, transformer cette connaissance en projet concret et en réalisation, parce que je crois très franchement que, et je terminerai mon propos, je vous ai dit que j'ai fait mon premier Interreg à 22 ans, j'étais en processus de thèse, en doctorat. Voilà, je souhaiterais, et j'y tiens fortement, à ce qu'on puisse investir sur la jeunesse, sur le capital humain, parce qu'à défaut peut-être de capital financier, on a un capital humain qui est absolument fantastique et il faut qu'on puisse transmettre cela. Merci. Madame Antonio. Je ne vais pas être longue puisque j'ai compris que le temps était compté. Remercier naturellement monsieur le représentant en fait, de la Banque européenne d'investissement, même si vous ne parlez pas en ce nom. Naturellement qu'il faut rapprocher le monde de l'entreprise avec celui des collectivités. Naturellement qu'il faut que les collectivités créent les conditions aussi d'investissement sur son territoire pour accompagner les entreprises. Pour vous donner juste un exemple, la région Sud, nous, à notre niveau, nous dédions une enveloppe financière pour accompagner sur de l'ingénierie, captation de financement européen, les entreprises les plus ambitieuses, en tout cas les plus pertinentes, celles qui peuvent effectivement grandir et pouvoir faire de la production et de la richesse sur notre territoire. Mais naturellement, cela doit être le cas pour toutes les entreprises dans nos différentes régions. Il est temps aussi que le monde entrepreneurial aussi puisse investir dans de l'accompagnement sur captation de financement européen. Faites confiance aussi aux fédérations qui vous représentent, qui représentent aussi au niveau européen. Je pense à Business Europe aussi, Quid aussi. Moi, j'ai toujours le sentiment que les entreprises adhèrent à de multitudes de fédérations qui sont censées représenter leurs intérêts dans les gouvernements respectifs et au niveau européen. C'est leur travail aussi, défendre vos intérêts, et c'est le travail des collectivités de pouvoir accompagner la richesse et la production sur le territoire et de créer les conditions aussi de l'attractivité des territoires. Vous avez évoqué l'importance de mutualiser les efforts sur toutes les initiatives qui sont prises dans le domaine de la jeunesse. Naturellement, j'y souscris et c'est important. Quid aussi du rôle que l'on donne législatif au Comité européen des régions. C'est pas moi qui vais vous dire que je suis contre l'idée de pouvoir accorder un pouvoir législatif aussi aux représentants des différentes collectivités territoriales. Heureusement, il n'y a pas le représentant du Parlement européen qui est là, qui vous dira que c'est son travail. Mais je pense aussi qu'il est important de pouvoir donner la parole aux différentes collectivités territoriales. Pour vous donner un exemple, en France, on a le non-cumul des mandats et un parlementaire européen ne peut pas avoir une délégation exécutive dans un exécutif local. Et ce qui crée aussi parfois peut-être aussi une déconnexion entre les instances nationales et européennes et territoriales.
Et enfin, ce que je voulais vous dire aussi, cela a été évoqué, oui, sur la partie université, je sais que la question ne s'était pas présentée, mais puisque Marie-Antoinette a évoqué l'importance, effectivement, à une université, moi je représente la région Sud, on en a plusieurs, je viens de Nice, et donc nous faisons partie dans un consortium européen qui s'appelle Ulyseus, qui réunit 8 universités aussi, y compris celui du pourtour méditerranéen, pour justement réfléchir aux questions que vous avez évoquées, que ce soit le logement, que ce soit l'attractivité aussi des formations aussi, que ce soit aussi la mobilité. Peut-être que c'est hors sujet, mais vous parlez de la mobilité. Est-ce que vous savez que le programme, pour avoir une agence du programme Erasmus+, il n'y a qu'une association, un organisme associatif qui peut prétendre avoir l'aval, entre guillemets, la signature Erasmus. Moi, je pense qu'il faut qu'une collectivité, au même titre que les centres Europe Direct, puisse avoir aussi la possibilité d'accueillir en son sein une agence Erasmus qui me permettrait aussi, je pense, de pouvoir pallier à tout ce que tu évoquais, Nanette, c'est-à-dire, bon ben voilà, on confie, on a cette jeunesse qui a envie de faire, qui est dans une démarche de mobilité internationale, et puis au moment de pouvoir présenter ces rapports, peuvent pas parce qu'il y a des problèmes réglementaires. Bon ben quid aussi de faire confiance aux collectivités pour pouvoir agréer ces collectivités, notamment dans le cadre du programme Erasmus+, mais ça peut être aussi d'autres. C'est vrai pour Erasmus+, mais c'est vrai pour d'autres sujets. Donc moi, la réponse que j'ai envie de vous donner, et alors c'est marrant puisque vos questions, c'est ce que vous voulez au fond, c'est plus de fédération, plus d'Europe, plus de normalisation aussi. Alors là où c'est un peu à contre-courant aussi de parfois nos populations qui ne le souhaitent pas. Et puis la réponse est naturellement celle des territoires. Voilà, je vous remercie. Merci. Bueno, y para cerrar, volvemos al director Gaztelu, Francisco. Do it very quickly. First, again, to congratulate the Catalonian government, I think, and the IMET, to organize this event. I think it is the type of event that we really need. I was saying to Agustí whether you'll have more of these events. He told me, I think that's difficult enough, I think, to organize one, but I think you need to really continue use the impulse of this event, to really, implement initiatives over the year, and please count on our participation if necessary. This is the first thing. The second thing is about, what I think the two, so what Marie-Antoinette said, and as well Mr. Altunian said as well, that I did not underline enough, the importance of the pact as a federateur, as a federator and accelerator. This is really one of the, I think Agustí also mentioned, I think one of the main elements of the DNA of the pact is really to give, and I think also linked to what the representative of the Malaysian community said, it is really not about doing something or replacing the current process, it's not about replacing current activities, it's about really giving them more visibility, connecting them, giving them more scale, because what happens in the Mediterranean a lot is that there are plenty of things going on, but often they are only focusing on a particular country or a particular region. What we want is really to expand it, to replicate it, to generalize it as much as possible, to support it when we can and when it is necessary financially, support it politically, support it by trying to address as well regulatory issues, as some of the people also mentioned. So that's what the pact is really mainly about, connecting the dots, bring things together, scale them up, make them bigger, make them more replicated across the region, so that we can really, by doing that, generate a new dynamic in the region in a particular sector. I think Marcel also referred to the academic sector. We launched the Med University, but we know there are already Med Universities already existing. What we want is to bring them together, to strengthen them, to replicate them, and as well use them as a vehicle to transform over time with money, but also in particular with the efforts of everybody involved, transform the academic and skills development system in the Euro-Mediterranean region. The Erasmus agencies, another point that need clearly improvement and strengthening, in particular the Erasmus agencies in our partner countries in the south. Clearly the number of mobilities, I know it's a sensitive issue, but needs to be increased. Obviously the European Union loses 1.5 million people a year of the labour market, 1.5 million people just by the mere retirement, by the mere phasing out of people who really have already finished their working
their working time. So, we need, of course, mobilities. We need mobilities from all points of view. This is also very clear. The transversality, and I think I will finish with this, because I think someone was asking about how to make the Commission work better across the DG and give the Mediterranean more importance across the Commission in general. It is true that in the Commission we work very much, often in silos. I mean, it's not only typical of the Commission, I think it is natural in many administrations, as we know, but this is something we really need to overcome in terms of the Mediterranean. On the other side, we have, of course, the privilege that not all regions are so present and are so known as the Mediterranean. Not every region in the Commission has a commissioner dedicated to the Mediterranean and a DG dedicated to this. So we need to take advantage of this. But I really have to say, there is a difficulty work I am confronted with on a regular basis. For example, in terms of the territoriality, when I talk to the region, which is the natural, I think, DG for everything in relation to regional cooperation and territoriality. They have also quite a bit of amount of money as well to invest in this area. They told me clearly, why are you talking? They really asked me, why do you think there's a lack of link between the regional level in terms of governance and then the implementation of projects and activities? Why do you think there is a lack of information and access to information to regional projects or to regional initiatives in the context of the Mediterranean? So my department, my twin department in the region, they think there is the problem that you have mentioned here, many of you, does not exist. And with this, I'm not trying to criticize them. Really, they believe it does not exist. So, one of the things I think we're going to organize very quickly, once the regions come together and come to us with a governance system and with a system as well of implementation of the initiatives of the Pact at regional, local level, is to talk to them and make them understand that there's more which is needed. There's a clear link which is missing between implementing on the ground, make things concrete, and then the planning level at the EU level or at the European Commission level, in this case of the Pact, but in the case in general. Ocean Mission, for example. Still some people in the Commission who are reflecting whether the work, research, technological development work, innovation work in the Mediterranean is worth continuing or not in the next MFF. For example, this is another battle we need to fight. This is something we really need to ensure in terms of transversality in the Commission. So there's a lot of work to do in terms of making the Mediterranean more present and more understood, and then across the Commission and across the EU. And I think this is our role. It is, I think, our job here, and I think therefore I think these kind of events are so important. Thank you. Thank you indeed. Bueno, tanquem la sessió d'aquí, ens espera el café. Merci, Madame Altunion, Madame Oportus. Muchas gracias, Francisco. Valoramos mucho que hayas interrumpido tus vacaciones. Todos necesitamos vacaciones. Y ahora os invitamos a tomar un café para seguir con la jornada. Gracias.